La moitié du temps, il fait nuit. Alors pour éviter toutes sortes de désagréments, pour se rassurer et peut-être même un peu pour montrer son progrès, l'être humain a inventé quelque chose de vraiment très pratique, la lumière artificielle. Le problème avec cette lumière, c'est qu'on l'utilise beaucoup trop et pas forcément de la meilleure des manières. Alors ça crée ce que l'on appelle la pollution lumineuse, qui a de graves conséquences sur l'environnement. Pour faire simple, la pollution lumineuse, c'est toute la lumière superflue que l'humain produit la nuit. Et depuis le début des années 90, en France, la quantité de lumière artificielle émise a presque doublé. Aujourd'hui, on estime qu'environ 80% de la population mondiale vit sous un ciel pollué par la lumière. Et si on parle seulement des Américains et des Européens, ces chiffres passent à 99%. Autrement dit, toutes ces personnes ne voient pas le ciel tel qu'il est vraiment. Les plus touchés sont les habitants de la République de Singapour, le Koweït, le Qatar et les Émirats arabes unis. Le problème, c'est que ça ne s'améliore pas vraiment. Entre 2012 et 2016, les surfaces éclairées sur l'ensemble de la planète ont augmenté de 2,2% par an. Pour mieux comprendre tout ça, direction l'Observatoire de Paris pour rencontrer François Collard. Il est astronome et il travaille spécifiquement sur la pollution lumineuse. La pleine lune à Paris, on s'en aperçoit même pas. Pour avoir un ordre d'idée, en fait, la lumière de la lune, la pleine lune, c'est 0,1 lux. Et les lumières par endroit dans Paris, c'est 100 lux. C'est-à-dire qu'en fait, on a 1000 fois la lumière de la pleine lune dans certains endroits en ville. Et c'est juste inutile, quoi. Si vous ne bougez pas de Paris ou de la banlieue, vous ne verrez jamais la Voie lactée, quoi. Il existe une manière de mesurer tout ça, l'échelle de Bortle. Elle indique la pureté du ciel en termes de visibilité, c'est-à-dire à quel point son observation est altérée par la pollution lumineuse. Sur cette échelle, les grandes villes françaises comme Paris, Bordeaux, Lyon ou Marseille par exemple, se situent au pire niveau possible. Si vous prenez un bateau pour vous dire voilà, je vais aller loin des côtes pour voir un ciel clair, il faut aller vraiment très loin. Par exemple, si vous allez au milieu de la Manche, là, si vous êtes au milieu de la Manche, vous allez voir la pollution de Londres, vous allez voir la pollution de Paris, et le ciel au milieu de la Manche n'est pas bon. Enfin, on voit quand même une belle Voie lactée, mais c'est pas un ciel parfait, quoi. Mais bon, ne plus voir les étoiles, bien que cela soit assez triste, ce n'est pas la seule conséquence de cette pollution lumineuse. La biodiversité est également grandement affectée. Certaines espèces sont par exemple plutôt attirées par la lumière artificielle, tandis que d'autres vont la fuir. Pour mieux comprendre, direction le Jardin des Plantes, à Paris. Par exemple, parmi les espèces qui sont attirées par la lumière, il y a les insectes, que tout le monde voit effectivement être attirés dans le lampadaire, des nuées de papillons de nuit par exemple. Donc eux, c'est ce qu'on appelle un puits écologique. Les animaux sont attirés là où ils vont mourir, ils sont dans le lampadaire, après ils ne peuvent plus en sortir. Donc là, il y a un effet démographique sur leur population. C'est comme si on vidait petit à petit les milieux naturels sous les lampes. Et puis les espèces qui sont repoussées par la lumière, en fait, elles ont moins d'habitat pour vivre. Donc elles ont un territoire qui est diminué. La pollution lumineuse, c'est un problème qui touche en fait tout le vivant, on pourrait le dire comme ça, pas que la biodiversité, bien sûr aussi les humains. Et au sein de la biodiversité, pas uniquement la biodiversité nocturne, aussi les animaux diurnes qui vont avoir une période d'activité qui est plus longue que prévu, donc de la fatigue, des pathologies éventuelles, etc. Alors, il est difficile de trouver des données chiffrées qui décrivent l'impact de la pollution lumineuse sur la nature, mais les scientifiques s'accordent à dire que la lumière artificielle a un impact sur la reproduction des animaux, leur migration ou leur activité. Prenons un exemple. Des chercheurs suisses ont fait une expérience. Ils ont éclairé artificiellement des champs de chardon pendant plusieurs nuits. Ils ont alors observé que ces champs attiraient 63% moins d'insectes pollinisateurs que ceux qui étaient dans l'obscurité. Conséquence, les chardons éclairés ont produit beaucoup moins de fruits car ils ont été moins pollinisés. Autre exemple, les tortues de mer. Des chercheurs australiens ont suivi le trajet de bébés tortues et ils ont remarqué qu'une fois nés et à l'eau, ils avaient tendance à être attirés par les lumières artificielles de la côte. Regardez ces relevés. Ils montrent le trajet des bébés tortues de la plage vers le large et chaque couleur représente une tortue. En l'absence de lumière artificielle, on voit que les tortues partent vers le large. Mais lorsque les chercheurs diffusent de la lumière dans l'eau, près de la côte, elles se dirigent vers elle et ne partent plus vers le large. C'est ce qui se passe quand les côtes sont trop éclairées, et le problème, c'est que le risque d'être mangé par des prédateurs augmente. Mais la bonne nouvelle, c'est que le grand avantage de la pollution lumineuse, c'est qu'elle est très simple à éviter. En réalité, il suffirait théoriquement d'éteindre la lumière.
Bon, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc ce qu'on va faire, c'est comme il commence à déjà faire nuit, je vais aller voir Anne-Marie Ducroux. C'est la présidente de l'Association nationale pour la protection du ciel et environnement nocturne. Et elle va pouvoir nous montrer typiquement le genre de lumière qui vont poser problème en termes de pollution lumineuse, ainsi que les solutions qui peuvent exister. Vous allez voir, quand on s'approche, c'est très éblouissant. Là, par exemple, on est dans un jardin. C'est une lumière qui n'est pas dirigée, trop blanche et éblouissante. Donc vous pourriez par exemple avoir un petit lampadaire très petit pour guider le cheminement qui soit couvert sur le haut avec une lumière qui éclaire au sol et qui serait beaucoup plus utile. Là où il est placé derrière un grillage, il sert strictement à rien. Vous avez vu la quantité de lumière là. Cette agence, on voit très bien, elle a tiré son rideau, donc elle est fermée. Or, les annonces sont totalement éclairées. Bon, on peut se poser la question de savoir si c'est absolument nécessaire d'avoir des annonces pour choisir son loft à Bagnolet à 4 h du matin. Quand vous réduisez la durée d'éclairement, c'est-à-dire en fait vous évitez d'éclairer quand c'est inutile, eh bien vous gagnez en euros, en kilowattheure et en réduction immédiate de pollution lumineuse. Donc c'est quand même un gain considérable. On sait même par expérience avérée dans plein de communes que nous suivons que quand on réduit la durée d'éclairement, on peut économiser de 25 à 75% de sa facture, ce qui est quand même considérable. Depuis un arrêté pris en 2013, il est notamment interdit de laisser les vitrines allumées entre 1 h et 7 h du matin. Le problème, c'est que malgré de nombreuses relances, ces nouvelles obligations sont assez rarement respectées et les coupables sont rarement sanctionnés. Donc depuis 7 ans, des associations comme la NPCEN se battent tout simplement pour que ces lois soient respectées.